Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News, vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. En Afrique, nous avons appris à compter les années selon un calendrier qui n'est pas né ici, à entrer dans le temps le 1er janvier, à regarder l'horloge, à courir après les jours. Mais bien avant cela, en Afrique, le temps avait déjà ses rythmes, ses saisons, ses seuils. On entrait dans l'année quand la terre se reposait ou se préparait à donner, quand les ancêtres étaient honorés, quand la communauté se rassemblait. Yenayer, le nouvel an, Amazir est l'un de ces moments. Un temps qui ne commence pas sur une feuille de papier, mais dans les champs, dans les greniers, dans les gestes transmis. Compter le temps ici, ce n'est pas mesurer, c'est habiter, se réapproprier un récit. Alors que reste-t-il de ces temps africains après la colonisation, l'horloge, l'administration, l'urgence, la modernité? Que signifie célébrer aujourd'hui Yenayer? Pour comprendre comment l'Afrique a compté, perdu, transformé et même parfois, ne serait-ce que l'espace d'une célébration, retrouver son temps, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ici sur mon plateau ce soir Slimane Hachi, directeur du Centre national en recherche historique, préhistorique et anthropologique. Monsieur Slimane Hachi, bonsoir, merci d'avoir... Bonsoir. C'est toujours un bonheur de venir à la télévision nationale pour parler des choses que nous aimons, des choses que nous faisons, parler de culture, du patrimoine, tiens, du temps qui passe. Il est important le temps qui passe. Il est important le temps qui passe et du temps qui revient. Vous avez dit tout de suite là que nous sommes en train nous allons célébrer dans quelques jours le 1er Yenayer de 1977. Et dans cette proposition, naturellement, il y a deux choses. Il y a Yenayer et de 1977. 76, pardon, oui, de 1976. Donc il y a le temps qui passe et le temps qui revient. Le temps qui passe est celui du chiffre, le 1976, parce que l'année dernière, on était en 1975, et l'année prochaine, nous serons en 1977. Donc c'est un temps qui passe, qui s'ajoute, à chaque année, on ajoute, au compte, on ajoute une année. Ça, c'est le temps qui passe. Yenayer, c'est autre chose. Yenayer, c'est le temps qui revient. Le temps qui revient, puisqu'il est saisonnier, il revient tous les ans, mais nous en parlerons davantage parce que la particularité de ce calendrier-là, du temps qui passe et du temps qui revient, la particularité de ce calendrier est d'être un calendrier solaire, d'être un calendrier calqué sur la révolution de la Terre autour du Soleil. C'est-à-dire que c'est un calendrier qui est calé sur les saisons. Et c'est pour cela que Yenayer, le 1er Yenayer, tombe tout le temps le 12 janvier, pour parler du calendrier grégorien, et tombe tout le temps en hiver. Et c'est pour cela c'est dans ce sens qu'il est solaire, et que du coup, il est agricole, il est agraire, ce calendrier, puisque on sait quand est-ce qu'on va semer, quand est-ce qu'on va labourer. C'est par rapport à ce temps qui revient que sont calées les activités agraires, les activités agricoles. On l'appelle chez nous, ce temps qui revient, on l'appelle Sibura ou Sugwes, les portes de l'année. Les portes de l'année. C'est très joli, c'est très imagé, c'est les portes. Donc vous allez passer une porte, vous allez passer un seuil qui finit un cycle, au moment où un cycle se termine, et au même moment où un autre cycle commence. C'est pour ça que c'est Fibura ou Sugwes, ou alors Irfu Sugwes. Irfu Sugwes, c'est-à-dire la tête ou la fin de l'année, ou alors chez les Touaregs, on l'appelle Aralei Nouetei, le retour, Souraline, Aralei, le retour de l'année. Et ça, c'est génial, c'est vraiment, le 1er de Yenayer, c'est vraiment le retour de l'année. Vous l'avez dit, le temps, c'est aussi
ce qui part et ce qui C'est revient. le C'est cette temps danse qui revient. incessante qui a rythmé Exact. l'humanité depuis la nuit des temps, finalement. Bien sûr. Monsieur Haji, j'aimerais, on vous connaît, on ne vous présente plus, mais j'aimerais quand même rappeler que vous avez consacré votre carrière, votre vie à la recherche, au patrimoine, à la culture, à la nécessité de le réhabiliter. D'ailleurs, vous avez consacré un ouvrage aux origines des arts premiers en Afrique du Nord, les figurines et objets modelés en terre cuite de l'abri sous roche préhistorique d'Afalou Babor. Merci. C'est important de rappeler. Merci de me rappeler ce travail que j'avais fait il y a quelques années. C'est vrai qu'on a découvert dans une fouille préhistorique entre Béjaïa et Djidjel, dans une moyenne ville maintenant, côté de Melbou, une grotte qui s'appelle Afalou Vormel, dans laquelle ont vécu des hommes préhistoriques entre moins 20 000 ans et moins 10 000 ans. Donc de ces gens-là qui ont vécu là, on les a redécouverts, on les a sortis de terre, et on a trouvé leurs objets, les outils qu'ils utilisaient, on a trouvé même leur corps, on a retrouvé leurs squelettes, et on a surtout trouvé quelque chose de fabuleux, des petites statuettes en terre cuite, qui sont les premières, les plus anciennes manifestations artistiques, figuratives d'Afrique, et qui se tiennent parmi les plus vieilles du monde. Les plus vieilles que l'on connaît dans le monde sont celles de Dolny Vestonich, en Moravie, ancienne Tchécoslovaquie, qui datent d'à peu près 23-25 000 ans, et celles qu'on a trouvées remontent à environ 18 000 ans. Et c'est les plus vieilles œuvres d'art d'Afrique, et ça, il n'était pas possible qu'on ne trouvât pas cela, parce que ces choses-là ont été trouvées en contexte avec les hommes des restes humains qu'on appelle un Homo sapiens sapiens, qui localement s'appelle l'homme de Mechta Afalou, en référence à Mechta Larbi et Afalou Bormel. Cet Homo sapiens, on appelle Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire, pourquoi deux fois sapiens? Ça veut dire sachant deux fois. L'homo sachant, mais sachant quoi? Sachant qu'il sait. C'est pour ça qu'il est sapiens sapiens. Il sait qu'il sait, ça veut dire qu'il a conscience d'avoir conscience. Et cette conscience d'avoir conscience, c'est accompagné de la représentation du monde. Donc, à partir du moment où il a conscience du monde, il le voit, il le perçoit, il l'entend, il le regarde, il le recrée. Il le recrée, c'est-à-dire recréer, plus loin créer, ça veut dire qu'il le crée une seconde fois. Justement, ce qui me ramène à ma prochaine question, je tenais à parler de cet ouvrage et de cet art qui est premier, parce qu'on parle aujourd'hui du temps et on se rend compte parfois que le temps, il est lent, il est loin, même si on a l'impression qu'il est souvent là, comme par des recherches comme la vôtre. Monsieur Haji, vous allez me permettre cette question qui peut sembler un peu personnelle. Quand on parle de Yennayer, quand on parle de ces héritages de nos aïeux, de cet art de nos aînés, qu'est-ce que ça vous inspire en premier lieu? Si vous me permettez, qu'est-ce qui vous émeut le plus dans Yennayer et tous ces héritages? Ah ben oui, c'est le sens. Vous savez, moi, j'ai toujours fait des travaux de préhistoire, d'archéologie, d'anthropologie. L'anthropologie, c'est quoi? C'est la science de la culture. C'est chercher du sens. Chercher et trouver du sens. Et quand vous trouvez du sens, vous êtes heureux. Et quand on connaît le sens de Yennayer. Qu'est-ce que Yennayer? J'ai tout à l'heure dit que c'est le temps qui revient. C'est le temps qui revient toujours au même moment. Les choses qui se font. La distribution en bouquets de jours de l'année. Vous avez des bouquets de jours à partir du 12 janvier, vous avez les jours blancs. Le bouquet des jours blancs, le bouquet des jours verts, le bouquet des jours livides, des jours froids, des jours chauds, des jours caniculaires. Tout ça, ça distribue
toute l'année, des 365 jours, du début à la fin de l'année. Ces 365 jours sont découpés, sont distribués en bouquets, et ces bouquets de jours renvoient tous à l'activité agraire, à l'activité agricole. Parce que les jours où l'on doit labourer sont identifiés, les jours où l'on doit semer sont identifiés. Donc tout ça correspond au rythme. Donc il y a la découverte et l'application par l'homme, les hommes, ce qu'on appelle aujourd'hui les agriculteurs, les flahs, mais pas seulement, les pasteurs aussi. Les pasteurs aussi connaissent cette distribution du temps parce que leur troupeau dépend évidemment dépend des végétaux, donc dépend des saisons, donc dépend de cette distribution du temps, de cette distribution du temps en fonction du climat, en fonction de ce que la période permet. Et c'est ça le sens. Pourquoi il y a une rencontre entre un temps et un aliment. Vous savez ce qui caractérise cette partie du monde. Cette partie du monde, l'Afrique du Nord, de l'oasis de Siwa jusqu'à l'Atlantique et de la Méditerranée au Tchad, toute cette partie du monde, ce qui la caractérise, c'est la consommation d'un mets particulier et général en même temps, qui est le couscous. Le couscous, c'est quoi? Le couscous, c'est du blé. Le blé, c'est quoi? Le blé, c'est une naïr. C'est la distribution du temps, c'est la distribution agraire du temps. Et si vous avez du blé, vous avez du couscous. Vous n'avez pas de blé, vous n'avez pas de couscous. En fait, nous sommes cette région du monde où les champs de blé donnent du couscous. Les champs de blé donnent du couscous dans cette région du monde. Et cette coïncidence entre la distribution du temps, le yenaïr, et la consommation du couscous, qu'est-ce qui fait la culture? Qu'est-ce qui fait la société? Qu'est-ce qui fait groupe? Qu'est-ce qui fait communauté? Justement, vous êtes en train de me dire finalement qu'aujourd'hui, en anthropologie, on peut considérer que le temps, finalement, il est culturel, mais aussi il est cyclique. Est-ce que le fait de comprendre ces cycles, justement, est important pour comprendre? C'est parce que dans les sociétés nord-africaines, on compte avec le lunaire et le calendrier lunaire, le calendrier solaire. Il existe des centaines de calendriers africains. Est-ce que finalement, ce caractère du cycle est important pour comprendre nos sociétés? Oui, il est cyclique aussi dans le calendrier lunaire. Sauf que le calendrier lunaire se déplace par rapport au calendrier solaire. Par exemple, vous avez le Ramadan, le mois de Ramadan, qui peut tomber en août, en plein été, comme au printemps, comme en hiver. Ramadan Jay, ça va être le 18 février, autour du 18 février, ça va être en hiver. Mais il y a 5-10 ans, on était en mai-juin. Il y a plusieurs autres années, on était en août. Donc le calendrier lunaire se déplace par rapport au calendrier solaire, qui lui est fixe, parce que c'est le calendrier saisonnier qui symbolise, qui reflète la mobilité, la révolution de la Terre, de la planète Terre, par rapport au Soleil. Et les choses se passent de manière immuable, toujours autour du Soleil, et la Terre se trouve toujours à la même distance selon sa révolution, selon l'ellipse de révolution, se trouve toujours dans les mêmes distances par rapport au Soleil. Et c'est ça qui fait les saisons. Et c'est ça qui fait l'agriculture. C'est ça qui imprime le rythme des travaux, le rythme de l'agriculture, le rythme du temps est fait par la révolution de la Terre autour du Soleil. C'est ça, le calendrier solaire. Et ce calendrier solaire, il n'y a pas que les Imazighen qui aient un calendrier solaire. Beaucoup de nombreux peuples ont un calendrier solaire. Sauf qu'on le fait démarrer à différents moments de l'année. Prenons le Nowruz. Le Nowruz, qui est le calendrier,
Perse, Asie centrale, etc., eh bien, le Nowruz commence le premier jour de l'année du Nowruz, c'est le 21 mars. C'est avec le printemps que s'ouvre l'année chez eux. Mais c'est toujours cyclique par rapport au climat, par rapport aux saisons. Chez nous, c'est le 12 janvier. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut dire que quand on compte le temps, compte tenu des calendriers dont vous voulez de parler, finalement on sait d'où l'on vient, on sait d'où l'on voit. Compter le temps, c'est aussi quelque chose de précieux pour l'humain et son histoire. Oui, parce que vous avez le rythme de l'année et le rythme de la vie. Le rythme de la vie, c'est le décompte des ans, du temps qui passe. Mais celui du temps qui revient, c'est le rythme de l'année et c'est le rythme agro-pastoral, on va dire ça comme ça. Parce que on sait quand est-ce qu'on va aller dans tel endroit pour que nos moutons ou nos chèvres broutent telle herbe ou les vaches vont aller en estivage ou des choses comme ça. Le rythme de l'année est calqué sur le calendrier, sur la révolution de la Terre autour du Soleil, pour les sociétés agro-pastorales. Et nous sommes une société agro-pastorale depuis la nuit des temps, depuis le néolithique, depuis une dizaine de millénaires au moins, depuis 10 000 ans. Dans cette partie du monde, on cultive les céréales et toute l'humanité d'ailleurs, toute l'humanité vit de céréales. Et c'est ça qui fait de cette partie du monde, de l'Afrique du Nord en gros, qui fait de nous la civilisation du blé face à la civilisation du riz. Le riz, c'est des céréales aussi. Face à la civilisation du maïs. Le maïs, c'est aussi des céréales. Face à la civilisation du sorgho, du mil. Donc l'humanité entière, l'alimentation de base de l'humanité entière, ce sont les céréales. Et nous sommes la civilisation du blé. Mais plus que cela, plus que d'être la civilisation du blé, nous sommes la civilisation du couscous. Couscous, c'est-à-dire du blé transformé en granules de semoule, et cette granule de semoule est cuite non pas par cuisson directe, mais à la vapeur. Et ça, c'est une invention géniale. Vous avez parlé à l'instant de l'ensemble de ces cultures qui sont en rapport avec l'agriculture, avec le rythme de vie, finalement, j'ai presque envie de dire le rythme de vie naturel de la Terre. Est-ce que finalement, dans cette façon de mesurer le temps, on a l'impression que nous, ici en Afrique du Nord ou dans les restes du continent, on ne perçoit pas le temps comme une mesure, mais on le perçoit plutôt comme une relation sereine avec la Terre, avec l'ensemble de la nature. Oui, il y a des, comme on dit chez nous, ça. Ils disent, parlant des gens du Nord, ils disent, nous avons le temps, vous avez des montres. Des montres, c'est-à-dire, c'est de compter avec angoisse le temps qui passe, de se dire que le temps qui passe est soustrait à ma vie. Tandis que ailleurs, en Afrique, on dit que le temps qui passe est ajouté à ma vie. Puisque j'ajoute quoi? J'ajoute du savoir, j'ajoute des connaissances, j'ajoute de l'expérience. Ce n'est pas du temps soustrait, c'est du temps ajouté. Et les peuples angoissés, les sociétés angoissées... C'est les sociétés modernes aussi. Les sociétés modernes qui ne cessent de regarder la montre, pensant, croyant, étant même sûrs que le temps qui passe est du temps soustrait. Donc c'est la notion, c'est la conception de la vie. Ce sont des conceptions différentes de la vie. De voir le temps passer avec angoisse ou de voir le temps passer avec sérénité. Monsieur Haji, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellée, que j'ai trouvé très intéressante. Vous avez dit, nous, on est une civilisation. Nous, on est une civilisation. Et j'imagine qu'aujourd'hui, dire civilisation avant l'empire colonial est très important. Oui. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas finalement que toutes ces fêtes, tous ces calendriers dont vous avez parlé, cette façon d'accueillir le nouvel an, etc., n'est pas aussi une façon de remettre en cause l'argument, en particulier l'argument fallacieux de la colonisation,
vous étiez des peuples sans civilisation, on a apporté la civilisation. Oui, Est-ce que notre façon de compter le temps révèle aujourd'hui que nous sommes une civilisation? Bien sûr, notre façon de compter le temps, comme vous comptez votre temps. Vous comptez le 31 décembre, vous festoyez. Pourquoi? Parce que ce qui fait culture, ce qui fait civilisation, ce qui fait communauté, ce qui fait peuple, ce qui fait nation, c'est quoi? C'est la commensalité. La commensalité, c'est le fait de consommer ensemble. Tous les peuples, toutes les civilisations consomment ensemble, marquent le temps qui passe par des instants, par des moments de consommation ensemble. Et les lieux de consommation ensemble, ce sont ceux-là qui font le vivre ensemble, et le vivre ensemble est à la base, est un des piliers de la civilisation, de la culture humaine. Et le fait de consommer ensemble, on consomme quoi ensemble? On peut tout consommer ensemble. On peut consommer des repas, on peut consommer de la musique, on peut consommer de la poésie, on peut consommer du silence. Mais le fait est qu'on consomme ensemble et dans l'union, dans la convivialité. Et le Yenayer correspond à ces grands moments de commensalité, de consommation ensemble. Et qu'est-ce qu'on consomme ensemble? On consomme ensemble ce qui nous caractérise le plus, c'est-à-dire les produits de ce que nous sommes, de produits de la civilisation du blé, de notre agriculture, de notre blé que nous transformons d'abord en granules de semoule, sous le tendre contact des mains de femmes. Ce tendre contact va transformer la semoule en grains calibrés, qui ont tous le même diamètre, c'est extraordinaire. Et c'est ce grain calibré qu'on va passer à la vapeur qui va avoir une cuisson égale. Tous les grains vont cuire de la même manière. Vous êtes en train d'ouvrir l'appétit de nos téléspectateurs, monsieur Hachi. C'est fait pour consommer ensemble. Oui. La particularité du couscous, c'est un mets qu'on ne consomme jamais seul. Vous ne pouvez pas avoir la conscience tranquille quand vous mangez un couscous tout seul, parce que c'est le mets du partage, c'est le mets de la commensalité, de la consommation ensemble. Ce point commun, le fait de partager est peut-être un des points communs des sociétés africaines, de l'ensemble des sociétés africaines. Oui. Je pense aujourd'hui à ces calendriers, je pense au calendrier Akan, je pense au calendrier des Dogons au Sahel, oui. Je pense au calendrier dans la corne de l'Afrique, dans l'Afrique australe. L'Afrique, c'est riche. Est-ce que finalement, j'ai une question que je vais diviser en deux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui finalement qu'en Afrique, le temps, il est pluriel ? Oui. Est-ce que le temps en Afrique, il est pluriel? Est-ce qu'on a plusieurs notions de temps? Est-ce qu'on a plusieurs dimensions dans le temps? Oui, il y a des unités de mesure. Nous avons les deux grandes, que sont le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Il y a le calendrier des étoiles, les calendriers qui calqués sur le mouvement des étoiles. Mais c'est toujours le cosmos qui commande. C'est le cosmos qui commande la distribution du temps par les hommes, par les cultures. Oui, il est vrai que le temps est pluriel. Le temps est pluriel et le temps renvoie à la culture, à l'économie de telle ou telle société. Vous avez pourquoi vous avez un calendrier lunaire? Pourquoi vous avez un calendrier lunaire et pas un calendrier solaire? Pourquoi vous avez un calendrier solaire et pas un calendrier astral? Qu'est-ce qu'il nous dit sur les sociétés? C'est l'économie, c'est la base de l'économie. C'est ce qui fait que vous pouvez vous reproduire comme culture, comme communauté, comme peuple, comme société. C'est ce qui vous permet la reproduction de vous-même. Pas identique à vous-même, parce que précisément l'identité n'est pas le lieu de l'identique. L'identité, c'est ce qui ne se reproduit pas, mais ce qui se recrée. C'est ça le patrimoine. Le patrimoine qui est à la base de l'identité,
qui est le soubassement de toute identité, le patrimoine, c'est-à-dire les héritages culturels. Ce sont ces héritages culturels dont fait partie de manière massive, de manière importante, la distribution du temps, le comptage du temps qui passe, le comptage du temps qui revient. Et c'est ça qui fait culture, qui fait sens. Et c'est ça qui fait patrimoine. C'est ça qui fait que, face aux autres, contre eux quelquefois, avec eux bien souvent, vous n'êtes pas les autres. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas les autres. Quand vous discutez avec un compatriote à vous, vous avez le sentiment d'être comme lui et lui d'être comme vous. Hein. Mais les deux, les trois, la grande masse, collectivement, vous n'êtes pas les autres. Vous n'êtes pas les autres parce que vous comptez le temps différemment, parce que vous vous habillez différemment, parce que vous avez votre système de représentation qui est particulier, vos symboliques qui sont particulières, vos croyances qui sont particulières, vos danses, vos chorégraphies, vos chants, votre façon de rire, votre façon de pleurer, votre façon d'aimer, votre façon d'apprécier le monde, de le regarder, de ne pas le regarder aussi. C'est ces façons-là qui font qui vous font ce que vous êtes. Et ce qui nous fait ce que nous sommes, c'est ça l'identité. Et l'identité n'est jamais identique à elle-même. Parce que l'identité qui se reproduit, c'est la mort fœtale. Vous vous reproduisez, vous êtes en train de mourir en vous-même. Mais le patrimoine, l'identité, c'est ce qui se recrée, ce qui se plus loin crée. Très bien, Monsieur Hachi. Et sur cette jolie phrase, c'est l'identité et ceux qui se recréent, que je dis à nos très chers téléspectateurs que vous allez nous retrouver dans un court instant, juste après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, bienvenue dans le plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, je vous propose un voyage particulier, un voyage dans le temps avec un anthropologue qu'on n'en présente plus. C'est Monsieur Slimane Hachi. Monsieur Slimane Hachi, vous avez fini cette première partie sur une très belle phrase, l'identité et ce qui se recrée, mais qui n'est jamais identique. Justement, aujourd'hui, en Afrique, ces identités sont en débat. Oui. Le patrimoine est en débat, la culture est en débat. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quand on parle, quand on fête Yenayer, quand on célèbre Yenayer, quand on célèbre ces calendriers qui sont les nôtres, ceux de nos aïeux, ceux de nos ancêtres, on fait preuve de souveraineté culturelle et peut-être même de souveraineté temporelle. Est-ce que je peux m'autoriser, moi, aujourd'hui, en tant qu'Africaine, à dire je veux ma souveraineté temporelle et je veux ma souveraineté culturelle? Bien sûr. Je veux ma distribution du temps. Je veux ma connaissance du temps. Je veux avoir mon calendrier. Ce qui est dit le calendrier universel est ce qu'on appelle le calendrier chrétien, puisque on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Mais nous voulons notre propre calendrier qui est le UNR, qui est très ancien. Je ne parle pas du de 1976, parce que ce chiffre est attribué par les peuples, chaque société, chaque communauté à son comptage du temps qui passe. Et c'est toujours arbitraire. Les sociétés décident de compter à partir du moment où Jésus-Christ a été mis sur la croix. Mais c'est toujours a posteriori. C'est toujours après l'événement que l'on décide que l'année 0, c'est celle-là. Chez les Berbères, il a été décidé que l'année 0, c'est l'évocation dans les hiéroglyphes égyptiens, dans les pyramides égyptiennes, d'un certain souverain, Sheshnak ou Sheshonk, qui serait parti de l'ouest du Nil, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, et on le situerait peut-être dans les Aurès ou quelque chose comme ça, qui est daté de 950 avant Jésus-Christ. Alors vous rajoutez 2025 à 950, 2026 maintenant, à 950, vous trouverez
l'année amazigh du calendrier dit amazigh. Mais le calendrier amazigh, ce qui le caractérise, c'est d'être d'abord agricole. Donc la distribution du temps, c'est-à-dire du renvoi à l'économie. Vous savez ce qui se passe dans la nuit du 11 au 12 janvier, du 1er Yenayr. Il se passe quoi? Eh bien, on projette dans nos sociétés, on projette l'année à venir. On la projette comment? En formulant des souhaits, en les formulant par la parole, par le chant, mais en les formulant aussi par la gestuelle, par ce qu'on va consommer cette soirée-là. Qu'est-ce qu'on va consommer cette soirée-là? Ben, on va consommer du couscous aux légumes secs. C'est très important, l'évocation des légumes secs. Pourquoi? Parce que les légumes secs disent la prospérité, disent que vous avez eu suffisamment de légumes verts pour pouvoir dégager des stocks que vous mettez à sécher. Et vous souhaitez une année prospère par la consommation de ces légumes secs qui sont des surplus, parce qu'on a des légumes secs que quand on a du surplus. Faut-il rappeler aussi que le souhait, il est collectif? Justement, c'est dans la convivialité. C'est dans la convivialité. Oui. On voit par exemple en Algérie qu'aujourd'hui, Yenayr est vraiment un ciment social. Oui, il est célébré partout, partout, de chez partout. En Kabylie, dans l'Aurès, en Oranie, dans l'Algérois, dans l'Est du pays, au Sahara, sous diverses dénominations, mais renvoyant toujours à la fin, à l'année qui se termine, à un cycle qui se termine, et un autre qui prend le relais, qui se continue. Et c'est l'espérance du temps qui ne se termine pas, du temps qui tout le temps, inlassablement revient. Et ce temps qui revient inlassablement exprime l'espérance de l'éternité et exprime l'espérance de la postérité, de la prospérité pour l'année à venir. Et on consomme tous ensemble selon des appellations différentes. Je ne sais plus... Samras, ou la Djouza, etc., qui demande janvier, qui demande à février un jour de plus. Bon, mais tout ça, c'est pétri de légendes. Et parce que un peuple sans légende, comme disait Frison, un grand auteur, un peuple sans légende est condamné à mourir de froid. Parce que c'est les légendes qui nous tiennent chaud, hein, surtout pour Yenayr, où c'est l'hiver. C'est l'hiver. Très bien, Monsieur Hachi. Donc, on aura compris qu'aujourd'hui, finalement, la souveraineté temporelle et la souveraineté culturelle, et vous connaissez bien, vous avez consacré votre vie à chercher l'histoire, à chercher l'Afrique. Et Yenayr on plonge dans ces... Depuis tout à l'heure, vous nous expliquez finalement que Yenayr, c'est aussi le rassemblement de la famille, le rassemblement de la communauté, le partage, la terre. Il y a ces deux monatifs communs. Oui, la terre et le temps. Ce n'est pas la terre et le sang, mais la terre et le temps. La possession du temps vous permet de posséder la terre. Justement, comment est-ce que le régime colonial a dépossédé l'Afrique de son temps? De tout. Mais est-ce que ça a été... Est-ce que c'est un calcul colonial? C'est des processus d'acculturation, de dépersonnalisation. On vous enlève chaque fois quelque chose, de sorte à finir quasi écervelé, quasi sans référence culturelle, sans référence au temps. Cette histoire de Yenayr, on est passé très vite là-dessus, on a essayé de faire disparaître ça, parce que ce sont des éléments qui créent du lien, le vivre ensemble, la commensalité, la convivialité, c'est tout ce qui fait nation, tout ce qui fait société, tout ce qui fait communauté a été combattu par les appareils idéologiques de la colonisation, par l'école, par toutes sortes d'appareils, de sorte à nous déposséder progressivement de toutes vos références, de tout ce qui vous fait ce que vous êtes, de tout ce qui vous fait vous-même. En commençant par la langue, en commençant par les croyances,
en croissant par la religion, à commencer par votre façon de chanter, votre façon de danser, votre chorégraphie, votre relation à l'invisible. Tout cela est combattu, tout cela vous est enlevé progressivement et subrepticement, bien souvent, de manière insensible, de manière réfléchie, de manière programmée, de manière insidieuse, de sorte à ce que vous soyez, non pas des êtres culturels, mais des êtres biologiques. C'est ce qu'on appelle une épuration ethnique, finalement. C'est déposséder. C'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation. On vous a changé vos noms. Vous vous appelez comme vous vous appelez. Je m'appelle Tinhinel. Non, la preuve qu'on a résisté ça, quand même, voilà. quand même dans cette terre, et on a gardé notre patrimoine. On a gardé notre patrimoine, on a gardé notre culture, et nous sommes l'Algérie est en train de retrouver progressivement ses us et coutumes, ses habitudes, ses croyances. Justement, avant de revenir à l'impact de cette réappropriation, parce que l'Algérie, il faut le dire aujourd'hui, comme elle a été au moment des indépendances à l'avant-garde de la lutte pour la décolonisation, elle est aujourd'hui aussi à l'avant-garde d'une lutte qui est importante, qui est la réappropriation du patrimoine africain. Oui. Avant de revenir à cela, tout à l'heure, vous avez parlé du temps comme étant quelque chose de lié directement à l'économie. Et finalement, quand la colonisation a imposé sa propre mesure du temps, est-ce que c'est un outil de domination et politique et économique? Quand on a dépossédé les sociétés de leur temps, est-ce qu'on leur a dépossédé aussi du temps? On les a dépossédés, on les a mis, on est passé de l'agriculture de nos sociétés, qui est une agriculture très précise, qui se transmet, le comptage du temps se transmet de génération en génération. Vous avez les 365 jours de l'année qui sont gérés en bouquets de jours les uns après les autres, en sachant tout ce qu'on doit faire, tel bouquet, telle quinzaine, telle semaine, tel jour, ce qu'on doit faire. Une connaissance parfaite de tous les 365 jours de l'année. Et quand vous en êtes dépossédé, vous êtes assujetti, vous dépendez de l'autre, votre agriculture, vous ne la maîtrisez plus, vous ne maîtrisez plus le compte des jours qui passent, des jours qui reviennent. C'est cela la déculturation, c'est cela la dépersonnalisation. C'est cela qui a été fait. Et c'est face à ça que l'Algérien et l'Algérie, par amour de la terre, pour ses valeurs, pour l'honneur, pour ses valeurs, qu'il a développé des mécanismes de résistance. Et depuis la nuit des temps, la résistance d'abord à la romanisation, toutes ces sortes de résistances. En quoi faisant? Non pas en se retournant dans la position fœtale sur sa culture, mais en s'appropriant l'autre, en recréant sa culture, en recréant ses valeurs, en recréant ses us et coutumes, tous les jours que Dieu fait, de manière indépendante, de manière autonome, c'est la culture de résistance. Et la colonisation, qui a commencé en 1830, il n'y a pas de jour, depuis 1830 à 1962, où il n'y a pas eu quelque part un acte de résistance, un acte d'affirmation de soi, d'affirmation de sa culture, d'affirmation de sa civilisation, de l'affirmation de sa langue, de sa religion, de sa façon de voir le monde, de son être au monde, comment nous sommes au monde, comment nous dansons, comment nous chantons, comment nous pleurons, comment nous rions, comment nous nous habillons. Donc, dans la dépossession de la terre. Vous savez, depuis 1830, la particularité de l'Algérie par rapport aux autres régions du Sud, c'est que la colonisation a été une colonisation de peuplement. Qu'est-ce qu'une colonisation de peuplement? Sinon, le remplacement d'une population par une autre. Ce que subit aujourd'hui le peuple palestinien et le peuple sahraoui. remplacement, c'est-à-dire ou le refoulement
sur des territoires déclarés hostiles, ou carrément par votre suppression, hein, la suppression de populations entières, et qui au XXe siècle porte le nom de génocide, n'est-ce pas, ou de crimes contre l'humanité. Et la colonisation de peuplement est la pire de toutes, puisqu'elle vise le remplacement d'une population par une autre. Et comment s'opère cette colonisation de peuplement? C'est par le cantonnement. Hein. Le cantonnement, on vous cantonne sur tel rocher, on vous cantonne sur telle dune de sable, en espérant votre mort prochaine, ou votre détresse imminente, ou on vous génocide carrément. C'est ça la colonisation de peuplement. Et c'est ça que l'Algérie, notre pays, a subi, notre culture a subi, notre peuple a subi depuis 1830 jusqu'à 1962. Et la dernière séquence de résistance, ça a été la séquence libératrice, c'est celle de 54-62. Mais il y a eu autant de 54-62 depuis 1830. Ce sont des séquences cumulées qui s'accumulent. Et ce n'est jamais des défaites, mais des reports de victoire. Hein. Ce n'est pas des insuccès, mais c'est des reports de succès. C'est des reports de victoire jusqu'à 62, où a éclaté au grand jour, à l'ultime jour du triomphe de l'indépendance, du recouvrement de la souveraineté nationale, mais surtout de la culture nationale, de notre être au monde, de notre façon d'être au monde, de notre façon de penser, de notre façon, de notre culture. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer, vous, je m'adresse vraiment là à l'anthropologue que vous êtes, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le temps est un bien immatériel et il est propre à chaque peuple, et aujourd'hui ces peuples-là sont en droit de refuser de l'abandonner finalement, mais surtout dans les sociétés modernes? Vous avez parlé des sociétés algériennes, mais je pense que ça se calque sur plusieurs sociétés africaines qui sont la valeur, les sociétés des valeurs. Oui. Si on entreposait ces sociétés modernes avec le temps, qui est le temps moderne aussi, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, où l'on court, où l'on regarde sa montre, où l'on est dépassé, où l'on ne sait plus, et on entrepose avec ce temps des valeurs et ce temps où on a du respect pour tout ce qui est le don, pour la survie, pour le bien de l'humanité. Qu'est-ce que ça nous dit sur nos sociétés et sur les sociétés modernes, concrètement? Oui, vous savez ce que dit tous les livres de littérature font très souvent référence à la terre. Pharaon, la terre et le sang. La terre et le sang. La dépossession des paysans, la dépossession des fellahs. Tout ça fait référence à la terre. Et c'est pour la terre que l'on se soulève. C'est pour la terre que l'on se soulève, parce que nous sommes fils de la terre. Nous sommes fils de la terre. Nous ne sommes pas... L'homme n'est pas un être aérien. Il a toujours le pied sur terre. Hein. Donc c'est le support de notre être. La terre, c'est le support de notre existence, c'est le support de l'être, de notre être. Et nous nous battons pour la terre, parce que la terre est nourricière, c'est la terre qui nous nourrit, c'est la terre qui nous porte, c'est la culture des sociétés paysannes et pastorales. Hein. Toutes les compositions de sociétés. Toutes les deux dépendant de la terre. Et c'est la terre qui nous meut. C'est la terre. Pourquoi c'est la terre? Parce que la terre, c'est la mer. C'est la mer, M-E-R-E, accent grave, R-E. La terre, c'est la mer. Vous savez, pourquoi on dit chez nous, le meilleur couscous, c'est celui de ma mère? C'est celui de votre mère aussi, toujours. Pour vous. Toujours. Toujours. Hein? Pourquoi? C'est le couscous, c'est celui de ma mère, parce que je retrouve dans son alchimie, dans l'alchimie du couscous, dans le goût de couscous, je retrouve ses hormones, parce que c'est elle qui me nourrit, c'est ma mère qui me nourrit, c'est-à-dire ma terre qui me nourrit. Comme j'ai été
son sein, comme j'ai vécu dans son ventre, dans le liquide amniotique. Et nous sommes toujours les enfants de nos mères, c'est-à-dire les enfants de notre terre. Nous sommes de la terre, nous commençons par la terre et nous terminons notre cycle de vie dans la terre. C'est la confusion entre la terre et la mer qui fait notre culture, qui fait notre civilisation. Monsieur, lors de cet héritage, cet héritage qui ont traversé les millions d'années, qui sont parvenus jusqu'à nous, on a assisté parfois à une folklorisation. Même Inayer n'en a pas échappé. Oui. Qu'est-ce que finalement, quel est presque, j'ai envie de dire, quel est presque le mal finalement de cette folklorisation? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut éviter toute forme de folklorisation dans nos cultures? Folklorisation au sens sens francophone. Oui, au sens francophone, voilà, au sens vraiment francophone et littéral. Anglo-saxon, folklore, c'est la culture, c'est la culture populaire. Hein. C'est d'ailleurs la même chose pour l'anthropologie. L'anthropologie avec IE à la fin, ou avec Y à la fin. L'anthropologie avec Y dans l'école anglo-saxonne, c'est l'étude de l'homme et de ses cultures, de ses productions culturelles. Toute période confondue. Hein. Vous pouvez être anthropologue préhistorien, c'est-à-dire travailler sur des périodes très anciennes ou sur avant-hier. Hein. C'est sur la culture, c'est ça l'anthropologie avec un Y à la fin. Oui, c'est ça le temps qui passe. La folklorisation, c'est, vous savez, l'attitude des pays par rapport à ce qu'on appelle l'anthropologie, ou par rapport aux inscriptions du patrimoine culturel. Vous savez, on peut regarder les choses de manière ethnographique. Hein. La différence entre l'ethnographie et l'anthropologie, c'est que l'ethnographie, c'est le regard de l'autre sur soi. C'est l'autre qui vous regarde. C'est l'autre qui dit bah tiens, ils sont sympathiques, ils mangent dans des assiettes en bois, ils utilisent des cuillères en terre cuite, etc. Ça, vous êtes ethnographié. On vous regarde dans le fait ethnographique. Ça, c'est fini. On n'est plus là-dedans. D'ailleurs, ce regard-là a beaucoup été préjudiciaire pour les sociétés du tiers-monde. Du Sud de façon globale, oui. Du Sud global, nous avons été tout le temps ethnographiés. Oui. C'est-à-dire, il s'est porté sur nous le regard de l'autre. L'autre qui s'est prétendu être supérieur. Oui, de l'autre et qui vous regarde, évidemment, comme avec condescendance, que vous trouvez à d'aventures sympathiques, etc. Mais les choses ont changé. Avec les indépendances, avec le recouvrement de la présence du Sud de manière plus massive, de manière renouvelée. C'est renouvelé également le regard sur nos patrimoines. Maintenant, nous sommes passés à l'anthropologie. L'anthropologie, c'est le regard de soi sur soi. C'est se regarder. Et alors, quand vous vous regardez, vous ne vous regardez plus comme vous n'êtes plus des faits, un ensemble de faits ethnographiques ou un ensemble d'objets ethnographiques, mais vous êtes une culture, c'est-à-dire un système ethnographique. Voilà comment, par exemple, l'Algérie a inscrit le couscous à l'UNESCO, comme fait anthropologique, comme système anthropologique, puisque nous avons remonté la chaîne depuis le blé, et c'est ça qui a justifié cette inscription comme faisant partie de la civilisation, comme étant les porteurs de la civilisation du blé. Et puis nous sommes passés à l'invention de la cuisson à la vapeur. On arrive à la fin du temps à partir de cette émission. Je me permets de vous couper parce que j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il y a un penseur que j'aime beaucoup, c'est Walter Rodney, qui estimait durant toute sa carrière qu'il fallait aujourd'hui décoloniser le récit historique. Est-ce qu'on doit décoloniser le temps, mais surtout comment penser l'avenir quand on décolonise le temps? Est-ce que décoloniser le temps, c'est réécrire notre propre récit? C'est entrer en scène.
entrer en scène et faire notre propre, faire participer le monde à nos propres scénographies. La distribution du temps fait partie de la scénographie, fait partie de notre entrée en scène dans le monde. Faire bénéficier le monde dont nous avons été privés. Jusqu'à 1962, nous avons été privés de monde et le monde était privé de nous. Donc, maintenant que nous sommes revenus au monde et que nous pouvons faire participer le monde à notre culture, à notre façon de voir, faire profiter le monde de nous-mêmes et nous-mêmes profiter du monde. Donc, être dans le monde, c'est ça la nouveauté, c'est ça les indépendances, c'est ça l'espérance née au milieu du XXe siècle du mouvement des indépendances globales, aussi bien en Asie qu'en Afrique, qu'en Amérique du Sud. C'est tout cela, c'est l'entrée en scène du Sud, l'entrée en scène d'autres temporalités, l'entrée en scène d'autres musiques, l'entrée en scène d'autres rythmes, l'entrée en scène d'autres commensalités, l'entrée en scène d'autres façons de penser, d'autres façons de voir, d'autres façons de regarder. C'est l'entrée en scène. Il faut entrer en scène et emplir le monde de notre voix. C'est sur ces jolies paroles qu'on va dire au revoir ce soir à nos très chers téléspectateurs. Monsieur Slimane Hachi, je vous rappelle que vous êtes directeur du Centre national en recherche historique et préhistorique et anthropologique. Merci beaucoup, Monsieur Hachi, de m'avoir accompagné. Ce fut un honneur et un plaisir de vous recevoir. C'est moi. Et merci, c'est sur ces jolies paroles de mon cher invité que je vous dis, très chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.